le soleil des Caraïbes battait sur l'eau. Le couple en lune de miel flottait côte à côte, leurs masques se brouillant alors qu'ils scrutaient le corail en dessous. Elle a pointé du doigt un banc de poissons jaune vif alors qu'il passait. Il acquiesça, le pouce levé, et lui fit signe de le suivre. L'eau semblait plus claire alors qu'il désignait un amas de corail devant eux. Elle se dirigea vers lui, la caméra pendue à son poignet capturait les couleurs et les formes du récif. Puis il s'arrêta. Puis son corps s'est raidi. Ses jambes bougeaient de façon erratique pour le garder debout. Ses mains ont bondi vers sa tête, griffant l'invisible. Ses yeux se sont élargis de panique. Elle nagea plus près, mais lorsqu'elle l'atteignit, son souffle se bloqua. Elle s'est figée. Ils étaient 3. 2 petites sphères métalliques. 2 se sont accrochées à ses tempes. Une était assise sur sa poitrine, sous la clavicule. Il pulsait faiblement, reflétant la lumière du soleil d'une façon qui paraissait anormale. Il se débattait avec vigueur, le souffle haché faisant jaillir des bulles de son tuba. Les sphères pulsaient plus vite, leur éclat s'intensifiant à chaque spasme. Ses mouvements ralentissaient, saccadés de façon anormale, son corps convulsant brusquement et irrégulièrement. « Allez, donne un coup de pied !» Elle poussa un cri, étouffé par le tuba. Elle attrapa son bras et se tourna vers la surface. Il tressaillit, ses muscles raides et non coopératifs, mais il parvint à la suivre. La caméra a capturé des aperçus des sphères pendant qu'elle le traînait. Leur surface scintillait, ondulait presque, comme si elles étaient vivantes. Quand ils ont atteint le bateau, son corps était déjà flasque. L'équipage s'est dépêché de le hisser à bord, effrayé par les sphères accrochées à lui. Elle s'est hissée sur le pont, reprenant son souffle par saccades, alors qu'elle enlevait son masque et son tuba. Les sphères avaient cessé de pulser. Elles reposèrent maintenant, froides et inflexibles, mais elles ne lâchaient pas prise. « Aidez-le » elle a crié. Ses mains tremblaient alors qu'elle tâtonnait avec son appareil photo, ses yeux allant de son mari aux étranges objets métalliques. « Fais quelque chose » il remuait, toussant faiblement. « Je vais bien » dit-il d'une voix faible. Mais la façon dont sa main tremblait en l'atteignant indiquait le contraire. Elle ne le croyait pas. Le soleil continuait de briller, l'eau en dessous calme et scintillante, comme si rien ne s'était passé. Ils sont rentrés chez eux 3 jours plus tard. La familiarité de leur vie suburbaine semblait étrangère, la climatisation et le déballage remplissant le silence. Il est retourné travailler, affirmant que la routine l'aiderait à retrouver un sentiment de normalité. Elle n'en était pas si sûre. Au début, tout semblait bien. Il se mouvait plus lentement que d'ordinaire, ce qu'il attribuait au décalage horaire. Au dîner, il plaisantait sur leur prochain voyage, sa voix légère malgré sa fatigue apparente. Mais elle remarquait les détails, son tressaillement en s'appuyant contre le comptoir, ses tempes qu'il frottait quand il pensait qu'elle ne regardait pas. « C'est sûrement juste une tension résiduelle », dit-il un soir, écartant son inquiétude. « Cette plongée m'a plus secoué que je ne le pensais. » Elle a forcé un sourire, mais n'a rien dit. Les sphères n'avaient pas bougé, leur présence étant un rappel constant et silencieux que quelque chose n'allait pas. Les jours se sont transformés en semaines. Il s'est plaint de maux de tête qui allaient et venaient, une douleur sourde derrière ses yeux. Il a commencé à sauter des repas, perdant l'appétit. Un matin, elle l'a trouvé fixant son reflet dans la salle de bain. « Qu'est-ce qui va pas ?» Elle a demandé, sa voix tendue d'inquiétude. « Rien », dit-il en se retournant brusquement. Mais elle aperçut un reflet de sa poitrine dans le miroir où les bords de la sphère semblaient s'être enfoncés plus profondément dans sa peau. La chair autour était gonflée, teintée d'un gris faible et malsain. « S'il te plaît, murmura-t-elle, vérifions ça. » Il secoua la tête, mâchoire serrée. « Je vais bien, répondit-il sèchement. Laisse tomber. » La dureté de son ton la fit taire, il ne lui avait jamais parlé de cette manière auparavant. Cette nuit-là, elle s'est réveillée à ses gémissements dans son sommeil. Son corps frissonnait sous les draps, le visage couvert de sueur. Elle tendit la main pour le secouer et le réveiller, effleurant sa poitrine. La sphère était chaude. Trop chaude. Il s'est brusquement redressé, haletant, les yeux écarquillés. « Je vais bien » a-t-il haleté en repoussant sa main. « Juste un mauvais rêve. » Mais sa voix vacillait et elle pouvait voir la peur qu'il essayait de cacher. Dans la cuisine, les mains tremblantes, elle se versa un verre d'eau. L'appareil photo était resté sur le comptoir, intouché depuis leur retour. Il le reprit, révisant les images. La sphère semblait pulser dans la vidéo, lueur rythmique envoûtante et déroutante. Elle fixait l'écran,
son esprit s'embrouillant de questions sans réponse. À l'étage, sa respiration est devenue irrégulière à nouveau, un bruit qui n'avait pas sa place dans le calme de leur maison. Quelque chose n'allait pas, et cela ne faisait qu'empirer. La salle de bain était embuée, l'odeur de lavande parfumait la maison. Il avait préparé un bain, voulant détendre ses muscles douloureux. Elle avait acquiescé, distraite, tout en rangeant la cuisine. Le bruit de l'eau qui coule était réconfortant, presque normal, dans le silence tendu qui avait envahi leur maison au cours de la semaine passée. Il s'est laissé descendre dans la baignoire, l'eau chaude caressant sa peau. Pour un instant, la tension dans son corps s'apaisait. Il soupira, s'appuyant contre la porcelaine. Ses mains reposaient sur les bords de la baignoire, les doigts relâchés, ses yeux se fermant doucement. La douleur frappa. Une chaleur insoutenable et brûlante a commencé dans sa poitrine, se propageant vers l'extérieur. Il a reculé, serrant la sphère incrustée au-dessus de son sternum. La surface métallique brûlait sous ses doigts, ses bords pulsant faiblement. Sa tête a été projetée en arrière, les yeux écarquillés par l'agonie à ses tempes. Il a réussi à articuler d'une voix étouffée et brisée. Ses mains griffaient les sphères, mais elles ne bougeaient pas. Au contraire, elles pulsaient plus vite, leur lueur s'intensifiant. La première a éclaté. Il a crié, le son brut et primal, faisant écho sur les murs carrelés. La sphère sur sa poitrine a éclaté avec un bruit humide et écœurant, provoquant une onde dans l'eau. Aucune blessure visible, pas de sang, mais la douleur était la pire qu'il ait jamais ressentie. Sa vision s'est brouillée, les bords s'assombrissant, alors que la deuxième sphère éclatait, ses éclats se dissolvant dans le néant. En bas, elle s'est figée alors que son cri brisait le silence. « Tu vas bien ?» Elle a crié, courant déjà vers les escaliers. La panique montait dans sa poitrine alors qu'elle prenait les marches, deux par deux. La porte de la salle de bain était entr'ouverte, la vapeur se répandait dans le couloir. Elle a hésité. Sa main flottant au-dessus de la poignée, « Chérie », elle a murmuré, sa voix tremblante en poussant la porte. Elle s'est arrêtée net. Il était affalé dans la baignoire, la tête penchée en arrière d'une manière peu naturelle. L'eau était sombre et trouble, brillant d'un éclat huileux qui adhérait à la porcelaine. Son visage était figé dans une expression de terreur pure, ses yeux grands ouverts et sans vie. Les sphères avaient disparu. À leur place, de légères indentations marquèrent sa peau, comme si quelque chose avait creusé profondément et n'avait rien laissé derrière. Elle murmura d'une voix à peine audible. Elle trébucha en avant, s'agrippant au bord de la baignoire. « Réveille-toi s'il te plaît, réveille-toi !» Elle le secoua. Ses doigts s'enfonçaient dans ses épaules, son corps était flasque, sans réaction. L'eau se balançait autour de lui. Le résidu huileux adhérant à sa peau. Un faible frémissement s'étendait à la surface, se déplaçant avec un but. Elle ne comprenait pas. Son souffle se coupa, l'ondulation bougea à nouveau, cette fois à contre-courant. Tel un être vivant, elle a trébuché en arrière, le cœur battant. Elle s'est précipitée vers la caméra, le bruit de ses oreilles résonnant. Toujours posée sur le comptoir. Elle a attrapé l'appareil photo, abîmant l'objectif dans sa détresse de vouloir documenter ce qu'elle savait que personne ne croirait. Mais quand elle est arrivée à la salle de bain, l'eau était toujours présente, sans l'onde, ne laissant que le faible bourdonnement de la maison et le poids du silence pesant sur elle. Elle a laissé tomber la caméra, ses jambes fléchissant sous elle alors que la réalité s'installait, puis il a disparu. L'eau, dans la baignoire, scintillait faiblement, les résidus huileux tournoyant une dernière fois avant de se déposer. Les lumières fluorescentes de la morgue bourdonnaient faiblement, projetant une lueur stérile sur la table en acier froid où son corps reposait. Un drap le couvrait, dissimulant la terreur figée sur son visage depuis sa découverte. Les médecins légistes, mains gantées et hésitantes, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient vu toutes sortes de morts, horribles, tragiques, inexplicables, mais celle-ci était différente. Aucune blessure visible, marque ou explication n'était présente. Juste l'étrange immobilité d'un corps qui semblait n'avoir pas été touché par la violence, mais qui paraissait indéniablement faux. Un deuxième examinateur est arrivé, bloc-notes en main. « Comment allons-nous l'appeler » Ils ont demandé d'un ton mal à l'aise. Le premier secoua la tête. « Je ne sais pas, il y a... rien. » Pas de traumatisme, pas de saignement interne, c'est comme s'il avait simplement aïe. Ils s'arrêtèrent, cherchant les bons mots. Arrêtez. Assise dans la salle d'attente, elle serrait si fort la sangle de son sac que ses jointures blanchissaient. Ses yeux étaient creux, bordés de rouge par des jours de pleurs.
La caméra reposait sur ses genoux, sa carte mémoire contenait les images qu'elle avait rejouées trop de fois pour pouvoir les compter. Chaque visionnage gravait les mêmes questions dans son esprit. Que étaient ces sphères? Pourquoi l'avait-il choisi? Et qu'avait-il fait de lui? Lorsque le médecin légiste est sorti, elle s'est levée rapidement, partagée entre l'espoir et l'effroi. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Elle demanda d'une voix brisée. L'examinateur hésita puis secoua solennellement la tête. « Tu dois continuer à chercher. »« C'était ces choses, » dit-elle, sa voix s'élevant. Elle a levé l'appareil photo, le serrant comme une bouée de sauvetage. « Les sphères. Je les ai en vidéo, tu dois voir ça. » Dans un petit bureau sombre, les images s'affichaient sur un écran. Assise près d'un détective, le médecin légiste se tenait raide derrière eux. La pièce était exiguë, les seuls bruits provenaient du faible bourdonnement de l'ordinateur et des clics de la souris lorsque la vidéo rembobinait. Sur l'écran, le monde sous-marin s'animait, les récifs coralliens brillaient, les poissons se précipitaient, et puis il était là, se débattant dans l'eau. Elle a avancé rapidement jusqu'au moment qu'elle pouvait à peine se résoudre à regarder. Là, dit-elle, la voix serrée, juste là. L'image montrait son corps tordu. Les sphères métalliques adhéraient à lui, pulsant doucement sous le soleil filtré. Le détective s'est approché, les yeux plissés. Les yeux du médecin légiste s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le détective murmura, son ton passant du sceptique à l'alarmé. Elle pressa play et les sphères bougèrent, leur surface ondulant subtilement comme si elles étaient vivantes. À la fin de la vidéo, le silence régnait. « Ils étaient sur lui quand nous sommes revenus au bateau, dit-elle, enfin sa voix tremblante. Ils ne sont jamais partis, et puis ils ont juste disparu. » Le détective s'est incliné, le visage impassible. Un silence de plus a rempli la pièce. Les jours passèrent. Les images ont été analysées, remises en question puis rejetées par les autorités. Ils l'ont appelé un accident de monstre, une sorte de toxine marine non détectée. Selon eux, les sphères étaient probablement une illusion optique due à la réfraction de la lumière sous l'eau. Malgré ces arguments, ces plaidoiries et les images montrées à maintes reprises, cela n'a pas d'importance. Il ne voulait pas écouter. « Vous ne me croyez pas », chuchota-t-elle lors de leur dernier entretien. Sa voix était monotone, son espoir disparu. Les images ont discrètement atteint la fondation, transmises à travers des murmures et des canaux officieux. Quelqu'un, quelque part, l'avait signalé, le marquant comme impossible à expliquer et trop dangereux pour être ignoré. Dans une salle stérile et sécurisée sans fenêtre, les images étaient rediffusées. L'écran éclairait les visages de deux agents assis côte à côte. Leurs expressions restaient en neutre, professionnelles, alors que les sphères pulsaient à l'écran, adhérant au mari comme des parasites. « Mettez-le en pause », ordonna calmement mais fermement un agent. La vidéo s'est figée, saisissant les sphères en mouvement. L'agent se pencha, scrutant de ses yeux perçants la surface ondoyante. Pas organique, ils murmurèrent, mais pas mécanique non plus. Quelque chose entre les deux. L'autre agent acquiesça. Envoyez une équipe de récupération. Le coup est arrivé tard dans la nuit, fort et délibéré. Elle ouvrit la porte avec hésitation, serrant sa robe contre elle. Deux hommes, en costume sombre, se tenaient sur son porche, leurs visages impassibles. « Madame », commença l'un d'eux d'un ton net mais poli. « Nous devons vous parler de votre mari. Son cœur a lâché. La police m'a déjà dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. »« Nous ne sommes pas la police », a dit le deuxième homme. « Nous nous spécialisons dans les cas uniques. » Elle hésita, ses instincts lui disant de claquer la porte, mais la curiosité, ou peut-être le désespoir, la gardait enracinée. « Que voulez-vous ?»« Juste quelques éclaircissements, a-t-il dit. Son regard se posa au-delà d'elle, sur la caméra posée sur la table basse. « Pouvons-nous entrer ?» Ils ont posé des questions précises et ciblées. Combien de temps son mari a-t-il été exposé? Qu'a-t-elle vu exactement? A-t-elle remarqué quelque chose d'inhabituel à propos des sphères? Elle a répondu du mieux qu'elle a pu, bien que les souvenirs lui paraissent là maintenant déchiquetés, comme des pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent pas tout à fait. Ils n'ont pas insisté lorsqu'elle a flanché, restant concentrée. L'un d'eux a fait un geste vers la caméra. « Nous devrons le prendre ?» La prise sur la sangle s'est resserrée. « Pourquoi ?»« C'est la procédure standard », a répondu l'agent, son ton patient mais ferme, pour garantir une enquête approfondie. Elle voulait protester, exiger des réponses, mais le poids de son épuisement rendait la résistance inutile.
Les mains tremblantes, elle a rendu la caméra. « Merci », a dit l'agent. « Nous nous chargeons de tout désormais. » Des heures après, elle était assise dans sa cuisine, le regard perdu sur sa tasse de thé intacte. Ses souvenirs étaient flous, tel un rêve à demi oublié. Les agents et la caméra étaient partis. Mais elle ne pouvait pas tout à fait se rappeler les détails de leur visite. Il manquait un élément crucial. Mais quand elle a tenté de se focaliser, son esprit s'est égaré. Les agents de la fondation ont efficacement transporté le corps de la morgue dans un conteneur scellé et renforcé. L'appareil photo de la femme, soigneusement emballé à côté, avait une carte mémoire cryptée pour une analyse immédiate. Pendant ce temps, dans les Caraïbes, un submersible de la fondation dérivait au-dessus du récif, ses projecteurs perçant la brume aquatique sombre. À l'intérieur, 2 agents surveillaient les relevés, leur regard alternant entre les écrans et les ombres grandissantes au dehors. « C'est l'endroit », dit l'un d'eux, sa voix crépitant dans les communications. « Confirmé », répondit le deuxième sous-marin à quelques centaines de mètres de là. Équipe de plongée procédée. 2 plongeurs sont sortis de l'appareil, leur combinaison renforcée pour résister aux anomalies. Ils avançaient prudemment, leurs mouvements lents et délibérés alors qu'ils descendaient vers le récif. Des coraux de toutes les couleurs s'étendèrent devant eux, mais les plongeurs n'étaient pas ici pour le paysage. Leur attention était focalisée sur les reflets métalliques entre les branches de corail. L'un d'eux murmura, comme s'il craignait de perturber l'eau environnante. Les sphères restaient immobiles, regroupées comme des prédateurs en embuscade. Leur surface lisse et iridescente captait et courbait la lumière, leur donnant une apparence vivante. Le deuxième plongeur marmonna, sa voix étouffée, plus grande que prévu. Bouge encore. Un bras robotique d'un des plongeurs saisit une capsule de récupération conçue pour isoler et contenir des objets dangereux. Lorsque le bras a atteint la sphère la plus proche, l'eau a bougé. La sphère bougea légèrement, semblant consciente de leur présence. « Maintenez la position », a ordonné le plongeur en tête, sa voix tendue. « Confirmé non agressif ». La sphère restait immobile, mais son faible pulsation rythmique devenait visible, comme si elle mesurait les intrus. Prudemment, le bras a saisi la sphère et l'a guidée vers la capsule. Le groupe est resté silencieux. Les plongeurs ont capturé 3 spécimens de plus, un par un. Chacun a été soigneusement isolé dans sa propre capsule. La tension dans les sous-marins a persisté jusqu'au retour en sécurité des plongeurs à l'intérieur et au début de l'ascension de l'engin. Échantillon sécurisé, retour à la base, indique l'agent de tête. Les échantillons sont parvenus à l'installation hautement sécurisée de la fondation. L'équipe de recherche s'est réunie dans le labo de confinement, leurs outils sur des plateaux en inox. Des caméras sur bras robotisés survolaient l'échantillon, retransmettant en direct à la salle d'observation. Nous commencerons par un échantillon physique, a déclaré le chercheur principal, enfilant une paire de gants renforcés, procédez avec prudence. Un bras robotique tenant un scalpel spécial s'étendait dans le réservoir pour résister aux propriétés anormales. Le bras bougeait lentement, rapprochant le scalpel de la surface de la sphère. Au moment où la lame a fait contact, la sphère a réagi. Elle a vibré avec force, propageant une pulsation d'énergie. Le son aigu qui a suivi était assourdissant, perçant l'air comme une sirène. Les chercheurs ont serré leurs oreilles, certains s'effondrant, alors que le verre de l'unité de confinement se fissurait. « Arrêtez tout !» a crié le chercheur principal, sa voix à peine audible à cause du bruit. Les vibrations cessèrent aussi brusquement qu'elles avaient commencé. La sphère a retrouvé son immobilité, sa surface intacte malgré le scalpel. Les chercheurs se sont relevés péniblement, certains se tenant encore les oreilles. Le chercheur en chef a demandé un rapport de situation. Un technicien a signalé d'une voix tremblante que le verre de confinement est à compromis. Intégrité structurelle à 60%, au moins 5 membres du personnel avec dommages auditifs. Terminez l'expérience, ordonna le chercheur d'un ton sombre. Nous avons terminé ici pour le moment. Alors que l'équipe évacuait le laboratoire, les sphères sont restées dans leur réservoir, silencieuses mais indéniablement conscientes. Dans la salle d'observation, le chercheur principal fixait l'écran fissuré. « Ce n'est pas que réactif, ont-ils chuchoté ? C'est défensif, et il sait que nous le regardons. » Le laboratoire de confinement était tendu, l'air lourd d'anticipation. Le verre fracturé du premier incident avait été remplacé par un alliage plus solide, et chaque mouvement dans la pièce semblait délibéré. Les techniciens travaillaient en silence à leur poste, calibrant l'équipement pour la prochaine phase de test. Commencer la séquence de stimuli, a instruit le chercheur principal.
Leur voix était stable malgré leurs doigts tapotant nerveusement le bord de la console. Dans la salle d'observation, les écrans clignotaient tandis que des lumières vives illuminaient les réservoirs de confinement baignant les sphères de rouge, bleu et blanc. Les sphères n'ont pas réagi. Une série de tons en escalade a suivi, chacun visant à provoquer une réaction. Pourtant, les sphères flottaient, sans vie et immobiles. « Ils ne répondent pas », marmonna un technicien, son stylo griffonnant rapidement des notes. Leur ton trahissait la frustration de quelqu'un qui était là depuis trop longtemps. Comme avant. Le chercheur en chef regarda le technicien, l'expression indéchiffrable. Ils ont ajusté les commandes du bras robotique. La machine bougeait lentement, plaçant une fiole scellée dans le réservoir. À l'intérieur, un petit poisson naguait de manière erratique, le verre confinant ses mouvements frénétiques. Le flacon s'est ouvert, libérant le poisson. Il a nagé quelques tours incertains, la lumière vive de l'aquarium se reflétant sur ses écailles. Puis il a gelé. Les sphères se sont déplacées d'un seul mouvement, des filaments jaillissant de la plus proche avec une rapidité et une délicatesse impossibles. Ils se sont enroulés autour du poisson, l'immobilisant. Le poisson a convulsé violemment, son corps se contorsionnant de façon anormale. En quelques secondes, il était immobile, ses couleurs jadis vives s'étaient estompées en un gris sans vie. Les techniciens fixèrent l'écran, leurs notes oubliées. « Il l'a formé », ont-ils finalement dit, les mots silencieux, presque révérencieux. Le chercheur principal s'est redressé, les épaules raides. « Terminer les tests pour la journée ?» Seul le chercheur principal est resté dans le laboratoire. Assis et courbé sur une console, son visage était éclairé par l'écran. Son attention s'est déplacée vers le réservoir. Le chercheur s'est levé, enlevant ses gants. Ils regardèrent le réservoir avec un mélange de curiosité et de méfiance. C'est réactif. Ils ont murmuré à personne, leurs mains se sont fléchies comme si elles testèrent l'air, hésitants. Leur regard s'est tourné vers la caméra de sécurité, se demandant pourquoi. Elle était éteinte, un choix délibéré fait des heures auparavant. Prenant une grande respiration, ils se sont approchés du réservoir, ôtant soigneusement le couvercle. La sphère restait immobile, sa surface terne et sans intérêt. La main de l'investigateur est restée un moment au-dessus de l'eau avant qu'ils ne la plongent à l'intérieur, le liquide froid mordant leur peau. Au début, rien ne s'est passé. Puis, avec une vitesse terrifiante, la sphère a éclaté de vie. Des filaments ont jailli, s'enroulant autour de leurs poignets. Ils ont crié, leur corps se contorsionnant comme électrocutés. Les alarmes se sont déclenchées, illuminant la pièce d'une lumière rouge pulsante. Peu après, le personnel de sécurité est arrivé, armes à la main. Ils ont hésité à la vue qui s'offrait à eux, le chercheur convulsant, son corps tordu dans des angles non naturels, la sphère pulsant rythmiquement, comme si elle avait un battement de cœur. Faites quelque chose. Un gardien a aboyé, mais son collègue est resté figé, les yeux fixés sur la scène. Le chercheur s'est effondré brusquement. Les filaments se sont rétractés, laissant la sphère immobile et silencieuse à nouveau. Un médecin s'est précipité vers la figure tombée, ses mouvements rapides et efficaces. Ils se sont agenouillés près du corps, cherchant un pouls. Les conséquences ont été rapides et décisives. Les rapports ont afflué et les protocoles ont été rapidement réécrits. Les réservoirs ont été améliorés, renforcés avec des matériaux expérimentaux résistants à ces rafales d'énergie soudaines. Aucun personnel n'était autorisé près des unités de confinement sans une autorisation expresse. L'anomalie précaire, SCP-371, est désormais classée Euclide. Ressemblant à des bactériophages surdimensionnés avec des surfaces irisées métalliques, SCP-371 présente un mélange de caractéristiques biologiques et anomales qui le rendent à la fois énigmatique et mortel. Découvert dans les Caraïbes, SCP-371 démontre un comportement prédateur s'attachant à des organismes hôtes, y compris les humains. Une fois attaché, il provoque des défaillances systémiques sans blessure visible, laissant les victimes épuisées et sans vie. Le mécanisme par lequel SCP-371 parvient à ceci reste incertain mais semble impliquer une intégration au niveau moléculaire avec l'hôte. Les spécimens capturés sont maintenus dans des unités aquatiques renforcées, imitant leur milieu naturel marin. Les tests ont montré que SCP-371 réagit plus fortement aux proies vivantes. Il réagit instantanément à l'introduction d'un poisson vivant, l'épuisant complètement en quelques secondes et laissant les restes desséchés. Les tentatives d'analyse physique de SCP-371 ont déclenché des réponses défensives violentes, y compris des vibrations qui fracturent le verre de confinement et des sons aigus provoquant une perte auditive. À ce jour,
SCP-3-171 reste en confinement, surveillé de près dans son environnement aquatique. Sa classification Euclide reflète la nature imprévisible de ses réactions et le potentiel d'échec catastrophique en cas de défaillance des mesures de confinement. Aucun autre test n'est autorisé et tout accès à SCP-3-171 nécessite l'approbation explicite du personnel de rang le plus élevé de la Fondation. Et donc, SCP-371 continue de pulser tranquillement dans ses réservoirs aquatiques renforcés, préparant on ne sait quoi dans son petit esprit métallique. La Fondation ne sait pas si elle est sentient, rancunière ou simplement très intéressée par les poissons vivants, mais une chose est sûre, elle ne partira pas sans se battre.